Bienvenue dans ce mois, un mois pour se choisir, un mois pour oser être toi. Bienvenue dans ta séance 7 où aujourd'hui on va parler de communication. Pourquoi tu ne communiques pas réellement alors que c'est important? Pourquoi tu te tais alors que ça compte vraiment? Et de quoi on va parler, Vanny? Eh oui, aujourd'hui on va parler de communication, mais pas du tout de communication non violente, même si j'adore. Mais ce n'est absolument pas le sujet. C'est un sujet qui, pour moi, est, bon, comme tous les sujets que j'aborde dans mes séances, bien évidemment, mais en fait, c'est un sujet que je vois partout. Comment ça, partout? En fait, ça fait partie de ton lot quotidien. Je suis sûre que toi aussi, ou que tu connais des gens, ou que tu l'as vécu. Alors, revenons. Je vois des gens qui sont très très forts pour parler, des grands orateurs. Je vois des femmes qui sont à l'aise pour rigoler, pour être toujours de bonne humeur, tout va bien. Je vois des femmes qui peuvent être aussi réservées, mais tu as l'impression que quand même tout va bien. Elles parlent peu, mais voilà. Ça, la communication de ce style-là, ce que j'appelle une communication quotidienne, une communication superficielle. Non, c'est l'exagère, c'est pour faire juste la différence. C'est une communication du quotidien où tu parles de tout, tu parles du beau temps, tu parles des choses classiques de la vie. Mais par contre, quand il s'agit de parler, oui, écoute bien, quand il s'agit de parler de choses qui te touchent profondément, quand tu as besoin d'exprimer que ça ne va pas, ou que tu n'es pas en accord avec ça, ou que tu as besoin d'attention, ou que, peu importe, alors là, il n'y a plus personne. Ah, et là tu vas te dire, ah oui, c'est moi, ou c'était moi avant. Oui, mais tu n'avais pas réfléchi à comment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces deux communications? Parce que tout simplement, alors il y a deux axes. Le premier axe, c'est que nous, ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est que, ça c'est en neurosciences qu'on le voit beaucoup, les neurones miroirs, c'est on a été élevé, donc ça c'est l'éducation que l'on a eue, donc c'est notre passé, et en fait on a vu comment fonctionnaient nos parents, ou nos grands-parents, ou les figures d'autorité, les oncles, les tantes, ou même les éducateurs, c'est-à-dire les profs, etc. Et on a vu que parler de tout et de rien dans une famille, ça faisait partie de la vie, mais parler de choses importantes, de choses qui impliquaient la relation, qui impliquaient l'autre, qui nous impliquaient, là, il n'y avait plus personne. Donc, en neurone miroir, ça veut dire que ça, tu estimes que c'est la norme et que c'est ça qu'il faut être, qu'il faut faire. Et ce qui fait qu'en miroir, tu vas inconsciemment, toi, appliquer ça. Par exemple, si tu vois que tes parents ne font que se disputer, tout ça, ton cerveau va trouver ça normal, en plus petit, et donc lui, ça sera la normalité, alors que ce n'est pas forcément la normalité. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, et donc tu vas reproduire. Et après de ça, il y a le côté transgénérationnel, ou la reproduction, etc., etc. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est que la communication, on voit bien que c'est compliqué de parler des vrais sujets, des sujets qui peuvent impliquer l'autre, qui peuvent nous impliquer, qui peuvent créer des conflits. Ah, et oui, qui peuvent montrer qu'on est en désaccord. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et je peux te dire que je le vois dans quasiment tous mes accompagnements, pas dans tous, mais dans beaucoup. Et je le vois beaucoup autour de moi aussi, avec, je me rappelle une amie une fois qui ne voulait jamais me contredire parce qu'elle avait peur de perdre le lien, parce que c'est ce qu'elle avait vu. Et en fait, moi, je lui ai montré que j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de dire, mais elle aussi, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, de ne pas être d'accord, et que ça ne cassera pas le lien. Et ça, c'est très très important. Voilà pourquoi les gens ne communiquent pas. Là, tu as la réponse. Donc pourquoi tu ne communiques pas? Pourquoi tu te tais? Parce que quand ça compte vraiment, quand c'est vraiment important, parce que tu as peur. Alors, je ferai une vidéo spécialement sur la peur, d'accord? Sûrement demain. Pourquoi? Donc moi, donc cette personne-là, alors tout le monde n'a pas le même schéma familial, heureusement, mais malgré tout, il y a quand même le schéma familial que j'ai dit, où les personnes ne communiquent pas. Donc déjà, il y a ce schéma-là, d'accord?
Cette personne que j'accompagne en séance, on a travaillé sur ça et on va devoir le travailler sur plusieurs séances parce que ça demande beaucoup de travail, d'investissement, ça se change pas parce qu'en fait il faut déprogrammer parce qu'il y a eu une programmation depuis quasiment 40 ans, donc forcément il y a déjà les prises de conscience qui ne sont pas simples déjà. Donc déjà, elle est dans une relation toxique avec sa mère puisque sa mère est une personnalité narcissique, manipulatrice. Je ne dirais pas du tout pervers narcissique parce c'est pas du tout le cas, mais par contre, il y a vraiment une personnalité très fortement narcissique et manipulatrice. Ça, c'est ce que j'ai pu noter à travers ce qu'elle me raconte. Je précise bien que c'est à travers les dires de la personne. Et donc, si j'avais cette personne en face, peut-être que je mettrais autre chose, mais bon, il y a quand même des choses particulières dans comment elle me retranscrit les choses qui vont vers ça. Mais au-delà de ça, même si si elle n'est pas dans les bons titres que je mets, dans les bons diagnostics, mais c'est pas un diagnostic, parce qu'il y a que les psychiatres qui peuvent faire des diagnostics ou les médecins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la femme que j'accompagne, ou les femmes que j'accompagne dans ce que je vois, c'est de toute manière, il y a une vraie problématique de communiquer. Pas la communication lambda, ça, il n'y a pas de souci en général, mais c'est dans l'autre communication. Et donc, d'avoir eu cette relation-là, et ça fait un attachement désorganisé pour elle, avec un côté ambivalent. D'accord? Tout ça, c'est ce qu'on voit en séance. Et c'est ce que j'apprends dans mon institut de thérapie. Et en fait, elle, ce qu'elle a appris, c'est que parler est un danger. Ok? C'est que parler, c'est perdre le lien avec la personne, c'est être abandonné, ça peut être rejeté, elle a vécu du harcèlement, il y a des choses comme ça, d'accord? Et parler, c'est déclencher un tsunami. Donc, qu'est-ce que tu veux que depuis petite, jusqu'à aujourd'hui, elle a plus de 40 ans, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui que cette femme-là, elle n'ait pas peur de communiquer? Quand toute sa vie, communiquer a été. Et donc ça, je lui ai demandé, et donc se taire, ça je finis quand même avec ce que j'avais noté, se taire égale survivre. Voilà ce que je lui dis en séance. D'accord? Et là déjà, mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, on mettait des mots, pour la première fois, sur ce qu'elle avait vécu. Et elle ne se sentait plus folle, elle ne se sentait plus coupable de « on me comprend enfin ». Et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Donc, je lui ai posé plusieurs questions, dont une, c'est qu'est-ce qui se passe juste avant qu'elle parle dans les conversations ou le film qu'elle se fait. Et là, ça c'est important de voir qu'est-ce qui se passe. Quand c'est avec sa mère, c'est le stress, on est à 10 sur 10 presque. Le corps, il est hyper stressé, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent, elle dort pas la nuit, il y a des insomnies et il y a même, elle repousse des choses qu'elle n'a pas dites, qu'elle ne dit plus certaines choses à sa mère. Bon, moi ça me choque pas, il y a des jardins secrets, il n'y a pas de souci, mais en fait il y a beaucoup de secrets aussi. Donc ça va être important, tu vois. Donc qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et ça c'est à part. Ça c'est un autre sujet, on ne peut pas tout faire en même temps, on est d'accord. Et mais moi surtout, ce que je lui ai posé, donc ça on a travaillé, on a vu le degré, etc. Moi ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qu'elle redoute exactement quand elle va parler à sa mère ou aux autres, c'est-à-dire son compagnon, des amis, un chef, des choses comme ça. Et là, je me dis, mais directement, ce que je redoute avec ma mère, c'est les critiques, la violence verbale, les insultes, la comparaison, le rabaissement. Et donc, de toute façon, pour ma mère, je ne suis jamais assez bien, je suis une conne, je suis une garce. C'est pas mes mots, les filles. C'est vraiment ce qui sort. Donc ça, c'est ce qu'elle a vécu toute son enfance, toute son adolescence et même encore aujourd'hui. Tu es méchante, moi je suis la gentille, toi tu es la méchante. Donc en fait, c'est quelqu'un pourtant qui est vraiment très... qui parle bien, qui fait un métier où il y a de la parole, voilà. Et pourtant, dans la relation, dans l'intime, vraiment ce qu'on peut dire intime, là, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, c'est vraiment son corps, son inconscient, tout son système nerveux est en hypervigilance, c'est en danger, c'est les warnings, c'est le feu, d'accord? C'est un danger, c'est l'insécurité.
Donc forcément, quand elle parle, c'est que c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, c'est la cocotte minute qui explose. Et c'est là où ça sort, voilà. Et que ça peut paraître démesuré pour les gens. Alors qu'en fait, derrière, ça a été que on remplit, mais on n'ose pas le dire parce que c'est pas qu'on ne veut pas parler. C'est parce que la petite fille intérieure, elle a trop peur. Elle a trop souffert. Elle a souffert. Mais c'est terrible d'avoir cette violence psychologique et verbale. Mais ça arrive plein de fois. Ou, il y a un autre exemple que je donne, qui n'est pas du tout pour elle son exemple, mais qui pourrait se rapprocher, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses, c'est que parler, dans cette aide-famille, c'est ça, c'est le rabaissement, c'est pas tout ça, mais ça peut être aussi l'ignorance, le silence, qui est tout aussi dramatique. Je le sais du part de mon mari, moi, ça peut faire tout autant de dégâts. C'est le silence, ça veut dire que tu es invisible. Là, on est dans une blessure de rejet. Donc, on voit bien que la communication est tabou. La communication est un sujet très, très sensible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens vont mal. C'est pour ça que la société va mal. C'est qu'il n'y a pas cette communication. Parce que derrière, il y a des guerres d'ego pour certaines. Certains, c'est vraiment de la violence. Et d'autres, de toute façon, je me sens ignorée. Et l'autre derrière, il se sent aussi ignoré. Donc, si les gens ne travaillent pas sur eux, c'est pour ça que je crée un accompagnement relationnel. Ça veut dire qu'on vient à deux, on vient régler les choses. Il y a l'accompagnement individuel, mais il y a aussi l'accompagnement relationnel, où on vient peut-être en couple, mais chacun va travailler de son côté pour aussi travailler ensemble. Parce que travailler sur le couple, travailler sur la relation, d'accord, c'est pas que la relation à deux, c'est chacun a sa propre histoire dans la relation à l'autre, mais pas avec, par exemple, un mari et une femme, il a sa propre relation qu'il a eue avec ses propres parents, avec les autres. Et si ça, chacun ne le comprend pas, ensemble, ils ne pourront pas. Voilà comment moi je travaille. Et ça, c'est unique. Alors maintenant, ça va plus l'être parce que les gens vont le reprendre, mais c'est OK. Parce que c'est comme ça que, pour moi, on doit travailler. La relation ne se travaille pas qu'en séance à deux, elle se travaille individuellement. Mais individuellement, en thérapie aussi. Donc ça, c'est important. Donc ça, vraiment, je veux que tu le gardes en mémoire. La communication, quand ça a été, et c'est ce qui se passe dans beaucoup, c'est que soit ça a été le silence, l'ignorance. Des fois, ce n'est pas voulu. Des fois, c'est parce que il y a eu des parents qui ont eu un métier qui leur a pris toute leur vie, et ça arrive. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est important aussi, vraiment, et que chacun a fait comme il pouvait avec sa propre histoire, mais chacun aussi est libre d'évoluer avec sa propre histoire. Ça aussi, c'est important. D'accord, c'est comme je disais, le pardon, c'est pour enlever ce poids qu'on a sur nous. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, une conférence, dans les dernières conférences avant Noël, là. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que pardonner, c'est comprendre l'histoire, c'est de comprendre, mais ce n'est pas accepter, c'est pas tolérer tout non plus. On est bien d'accord. Donc, bon, ça, c'est la parenthèse. Mais ce que je voulais te dire, vraiment, ce qui va être important, c'est, donc, qu'est-ce qu'elle redoute, elle? C'est cette violence ou ce silence, ou ça va dépendre de chaque histoire, d'accord, ou le fait d'être abandonné, etc., etc., d'accord. Donc elle, c'est ce qu'elle a dit. Donc ok. Donc ça, c'est sa mère. Donc on part toujours de façon dans la communication. Moi, comment je le travaille, ça, tu vois, en thérapie, si tu es thérapeute, tu vas te dire ah oui, j'avais jamais vu cet axe-là. Ben oui, bien évidemment. La communication, bien évidemment qu'il y a la CNV, la communication non violente, etc. Mais en fait, c'est voir pourquoi la personne n'arrive pas à communiquer. Quand moi je le voyais, au début, j'avais commencé avec la CNV, j'avais pas trop bataillé. Mais en fait, j'ai vu à quel point, même si on a une personnalité, même s'il y a des personnalités toxiques, des fois, la personne va arriver à communiquer. Et quand on voit que la personne n'y arrive pas du tout, qu'elle est bloquée, que ça met des semaines, voire des mois, voire des années, là, il y a un problème qu'il faut aller voir. Donc, il faut aller voir d'où ça part cette communication. Bon, là, ça a été très simple à trouver, c'était la mère. Mais des fois, c'est un peu plus insidieux. Donc, des fois, il faut aller creuser. Donc, d'où ça part, cette peur, cette insécurité, ce danger, la peur de déclencher un tsunami ou une tempête, c'est la tempête ici en ce moment, ou perdre le lien. Donc, on est vraiment dans l'insécurité. Et se taire, c'est survivre. Au moins, quand on se tait, il n'y a pas de conflit. En fait, c'est pour ça, la plupart du temps, que les gens ne parlent pas, parce qu'ils ont peur du conflit. Mais par rapport à qui et à quoi, et ça fait écho à quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Et une fois qu'on a trouvé ça, on regarde vraiment de quoi ils ont peur.
ben, c'est de revivre le passé en général. Ok? Mais maintenant, ce qui va être important de montrer, c'est que l'autre, le compagnon, l'ami, le chef, sauf si c'est une personnalité toxique, bien évidemment, et ça peut arriver, parce que les personnalités, elles vont répéter le même schéma pour rester dans le même truc, donc ça, il faut le décrypter. Mais si la personne est saine de l'autre côté, on va partir du postulat que la personne est saine, eh bien, en fait, il faut absolument montrer que l'objet de la peur, donc là, la mère, par exemple, eh bien, que son compagnon ou une amie, on va partir du compagnon, n'est pas sa mère. Donc, il faut les différencier. La mère imagée, la mère qui est toujours là, malheureusement, parce que des fois, même la mère peut être décédée, hein, et pourtant, elle est encore bien omniprésente dans sa vie, dans sa communication. C'est montrer que les deux, le compagnon et la mère, ne sont pas les mêmes. Qui ne sont pas les mêmes, que la relation n'est pas la même, que la personne ne va pas, quand elle va lui parler, l'insulter, la critiquer, la comparer, la rabaisser. C'est important. Donc ça, c'est important d'aller le montrer. Donc, on va quand même d'abord travailler sur, moi je lui ai posé cette question, en quoi son compagnon, si elle lui parle, parce qu'elle a des choses à lui dire, c'est pour ça qu'on a parlé de ça, c'est qu'elle avait des choses à lui dire importantes, qui la mettent vraiment en mal et en souffrance. Eh bien, elle me dit, j'ai peur qu'il ne me choisisse pas, j'ai peur qu'il me quitte et qu'il s'énerve fort. Voilà. Et c'est là où montrer la discussion, ce n'est pas ta mère. Et je lui dis, et ton compagnon, est-ce qu'il y a déjà eu des disputes? Elle me dit, oui, il y en a eu très peu, mais il y en a eu 2 ou 3, très grosses, mais sur quelques années, je sais pas, 4 ou 6 ans, donc c'est pas beaucoup, hein, voilà. Et elle me dit, et alors je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, après, il s'est calmé et après, il est venu s'excuser. Ok? Et ta mère? Ah non, ma mère, elle vient jamais s'excuser, c'est toujours de ma faute. Ok? Donc là, on voit bien que c'est pas la même chose. Et donc là, on voit, donc là, c'est pour montrer au cerveau, au système nerveux, à tout ce que tu veux, il faut le déprogrammer en montrant ta mère n'est pas ton compagnon n'est pas ta mère, tu n'es pas en danger. Et tu vois que quand il y a une dispute, et qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben après ça s'améliore, voilà, très bien. Et bien c'est ça qu'il faut retenir. Et en plus de ça, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'une dispute, ce n'est pas anormal. Avoir des désaccords avec les gens, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, c'est comme dans la vidéo que j'ai tournée hier sur l'épuisement. En fait, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est que l'épuisement, c'est normal que dans une vie, il y ait des moments où tout ne soit pas à l'équilibre. C'est un leurre de penser que même si on a eu des traumas, même si on a eu des difficultés, plus jamais on ne retombera dans plusieurs sujets intenses à gérer en même temps. Ben non, mais quand il y a des décès, quand il y a des maladies, quand il y a des problématiques dans la famille ou dans les enfants, ben en fait, ça fait partie de la vie. Et il ne faut pas avoir peur non plus de retomber. En fait, c'est à chaque fois ça. C'est la peur de revivre ce qu'on a vécu qui vous arrête. Bon, ça, il faudra que je vais faire un sujet demain sur ça. Et donc, pour le coup, c'est montrer que une dispute, un conflit, une mésentente, un désaccord, ça fait partie de la vie. Mais là où c'est important, c'est le dialogue que ça va instaurer. Alors, sur le moment, ça peut être une dispute, en général, ça crie, nanani, on n'est pas dans le CNV, on est dans l'attaque, ok. Mais le plus important, sauf que dans la vie d'avant, ça reste là. Et donc, ça part dans des proportions d'insécurité. Donc là, on reste dans un attachement insécure. D'accord? Soit l'autre t'ignore, soit il est dans le silence. Donc là, c'est l'évitant qui fait face à l'anxieux, donc c'est le bordel, etc. Sauf que dans un attachement sécure, donc où on se sent en sécurité, où c'est ok en fait. On n'a pas peur du conflit parce qu'on sait que derrière, ça va amener du positif, parce qu'on sait que derrière, il y aura une réparation. Alors attention, on n'est pas dans les personnalités toxiques où on se tape, etc. et que derrière, on dit pardon, je ne recommencerai plus. Là, ce n'est absolument pas un attachement sécure et quelque chose de sain. Je tiens à le préciser, malgré tout. Voilà. Mais là, ça va être important, vraiment, de se poser et de dire, ok, on s'est disputé, et le lendemain, on revient, on dit, ben écoute, là j'ai été allé trop fort, mais surtout on dialogue, surtout on dit, ben écoute, moi, et c'est là où on emploie la CNV. Si on pouvait l'employer avant, ça serait mieux, bien évidemment, mais il vaut mieux tard que jamais. Et c'est pareil avec nos enfants. Nos enfants, c'est ce que je n'arrête pas de t'expliquer. Ce n'est pas grave
d'avoir de la colère par moment, ce n'est pas grave tant qu'elle est saine, hein, je parle vraiment. C'est pas grave, ça fait partie de mettre la frustration, ça fait partie du cadre, c'est ok. Mais derrière, on revient à en discuter. Et moi, j'aime beaucoup la phrase que ma fille m'avait dit un jour, parce que moi, les disputes, je les ai pas mal vécues à une époque, et parce qu'en fait, je n'ai jamais vu mes parents se disputer jusqu'à que j'ai 30 ans. Donc, même, ouais, vraiment, je les voyais jamais se disputer. Et pourtant, maintenant, ils s'engueulent. Ma mère, avant, elle n'ouvrait pas sa bouche, ou je le voyais pas. Je peux vous dire que là, petits oignons. Donc, ça me fait mourir de rire, moi. Mais en fait, j'ai toujours cru que pour le coup, pour être un couple parfait, ben, il fallait pas se disputer. Alors, je peux vous dire que moi, avec mon mari, on se dispute de moins en moins. Ben, je peux vous dire qu'au début, voilà. Et puis moi, quand je suis pas dans ma sécurité, je suis anxieuse. Hein. Alors, et lui, il est évitant. Wow, vous imaginez le bazar. Maintenant, et je ne connaissais pas ces langages d'amour à l'époque. Maintenant, je les connais, il connaît les miens, etc. Donc ça aussi, ça change tout. Et donc, pour le coup, et bien avant, je pensais que mon mari allait me quitter tout le temps. Dès qu'on avait une dispute, voilà, j'étais en insécurité. Ce que je n'ai plus du tout, parce que ben, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai travaillé sur moi. Lui aussi a travaillé sur lui. Voilà, et donc, voilà. Et ma fille m'avait dit, et maman, c'est pas grave de se disputer, puisqu'après, ça... En fait, elle m'avait dit ça, c'est pas grave, elle m'a dit, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et là, je me suis dit, j'ai gagné quelque chose. Parce que vraiment, elle n'a pas repris c'est-à-dire que pour elle, bon, mais tu te disputes, sur le coup, c'est pas agréable, voilà, t'es pas bien, tu pleures. Et après, il y a discussion. Parce qu'en fait, il y a toujours eu discussion avec ma fille quand on s'est engueulé. Et les peu de fois où mon mari s'engueule avec ma fille, ils vont s'expliquer, parce que moi, je suis derrière en disant, mais maintenant, il y va par lui-même. Il va s'excuser. Et elle aussi. Et elle aussi. Et moi aussi. Et elle aussi. Donc, c'est ça qui est important. Mais tout ça, ça demande du travail, hein. Je peux vous le dire. Voilà. Et rien n'est parfait parce qu'on continue à s'engueuler comme il faut, peu, mais quand ça arrive, c'est ok. Mais il y a toujours réparation. Il y a toujours réparation dans le sens où on va discuter, on va dire ce qu'on a sur le cœur. Elle va me dire, oui, mais là, toi, tu m'écoutes pas à ce moment-là. Alors, des fois, tu t'en prends plein la gueule, c'est pas très agréable, hein, qu'on se le dise. Hein. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Et d'entendre l'autre et de dire, oui, ok, c'est vrai, ben là, c'est vrai, je suis comme ça, bon, ben ok, je vais faire attention. Et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Et là, ça, c'est important. Et c'est pas ce qu'il y a elle par rapport, parce qu'elle reste dans les chemins. Mais quand elle se rend compte qu'avec son compagnon, ben en fait, ben oui, c'est vrai, je peux avoir ça. Et elle me dit oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, son compagnon lui avait dit, mais la dispute, c'est normal et je ne vais pas te quitter parce qu'on se dispute. Et là, le fait de l'entendre de ma bouche à moi, elle me dit, ben, ça a une autre valeur. C'est comme si lui, ce qu'il disait, ça n'avait pas de valeur parce que on ne sait jamais, mais là d'entendre que dans la psychologie, dans le fonctionnement de l'être humain, alors ça ne veut pas dire qu'un jour il y aura peut-être une dispute et on se sépare, mais ça ne viendra pas de la dispute en elle-même, c'est qu'il y a eu d'autres choses derrière. Voilà. Mais les autres choses, c'est qu'il n'y a pas de communication en général. Voilà. Et que l'autre, attention, il y a des fois de la communication, mais il faut savoir si on parle en tu ou en je. Et surtout, il faut savoir si l'autre est prêt aussi à se remettre en question. Voilà. Ça, c'est important. Être un couple, c'est aussi faire des concessions, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, c'est aussi accepter qu'on peut penser et faire différemment que nous et que c'est pas moins bien, voilà, que nous, ou mieux que nous aussi. Voilà, que tout est acceptable. Ça, c'est important. Et que chacun a sa propre histoire et que chacun est un être humain, enfant comme adulte. Voilà avec quoi on a travaillé. Et on a travaillé ensuite dans comment son compagnon et sa mère sont semblables et sont différents. C'était très intéressant parce qu'en fait, je ne pensais pas qu'elle allait me dire ça, c'est que entre sa mère et son compagnon, en fait, il y a beaucoup de choses semblables. Des opinions, ils aiment des mêmes choses, il peut avoir des petites choses comme ça. Voilà. Et en fait, ça renforce forcément ce que je lui ai dit, ce sentiment de danger et d'insécurité quand elle voit que son compagnon, elle se le dit, elle me dit, il ressemble à ma mère. Et là, bing, attention, warning, ding, 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 ça renforce le danger. Donc parler égale danger, parler égale insécurité, parler rabaissement, tout ça. Alors que quand on va voir le positif, en quoi il est différent, on va dire, mais que lui la soutient, que lui il est à l'écoute, qu'il l'aide, qu'il est vraiment... Mais ça, presque, c'est difficile à trouver. C'est marrant quand même. Alors que quand elle le dit, elle me dit, ben oui, en fait, je dis, ben alors,
Elle m'a dit, ben oui, en fait, il est pas du tout comme ma mère, mais en fait, tout le monde peut avoir des points de similitude. On pourrait trouver, si on cherchait, des points de similitude avec tout le monde, même avec le pire, le pire homme, ou même Hitler, vous voyez, le truc. Je suis sûre qu'il pourrait avoir des atomes crochus, pas dans les valeurs, mais dans des choses, dans des traits de caractère ou des passions. Et ça ne fait pas pour ça que la personne, tu ne pourras pas. Voilà, entre Hitler et ça, tu voyez? Donc ça va être important. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on est allé regarder. Donc elle, son travail, c'est observer ça. C'est maintenant, elle a un vrai travail, c'est se répéter tous les jours que parler n'est pas un danger, que parler est une ouverture de cœur, que parler c'est avancer ensemble. On le fait en positif aussi, hein, attention. C'est ok, parler est un danger, parler est une insécurité, mais qu'on le met en positif. Et ensuite, c'est vraiment ensuite voir, il y a une mise en scène à faire que je lui ai donnée, qui est un exercice d'imagination et de projection. Imagine que tu peux parler sans conséquence, qu'est-ce que tu dirais? D'accord? Et voir, c'est comme si elle répétait un texte, comme si elle était actrice, et qu'elle répète. Et je veux voir qu'est-ce qu'il va avoir derrière. Et en général, il y a du positif. Voilà. Donc, ce qu'on travaille là, c'est l'attachement sécure. C'est désactiver le fonctionnement d'avant, c'est déprogrammer, c'est réapproprier sa voix, sa parole, sans avoir peur. Et c'est sortir de cette loyauté et de cette loyauté de la petite fille à sa mère. Voilà. On est en train d'observer tout ça. C'est un travail assez gros, qui va demander plusieurs séances, qui va demander plusieurs semaines aussi elle, parce qu'on ne peut pas passer de tout à rien. Et le but, c'est qu'elle n'ait plus peur de parler et qu'à un moment donné, elle n'ait plus peur de dire aussi les choses à sa mère. Et ça, c'est un vrai travail. Parce que je peux vous promettre que ce travail-là, c'est pas toujours simple. Voilà. Et on avance petit à petit. Et je peux vous dire qu'il se passe de très très belles choses quand on est dans cette dynamique-là. Voilà ce que je voulais te dire sur la communication. Donc on est allé observer. Et bien sûr, après, il y a des exercices. Il y a la CNV. Bon, la CNV, je vais pas faire un cours là-dessus. Hein. Voilà, la communication non violente. On exprime ses besoins, on parle en jeu, etc., etc. Vous avez les étapes sûrement dans une des vidéos que j'ai faites. Faut chercher que CNV. Voilà. Donc vous aurez tout par rapport à ça, ou autrement il y a Internet. Voilà ce que je pouvais te dire. Si tu sens que toi, la communication, c'est un des points, que peut-être tu l'as aussi avec ton compagnon, voilà. Il y a mes accompagnements en psychothérapie, il y a mes accompagnements business, parce que quand tu es entrepreneur et que tu n'arrives pas à parler, ça veut dire que tu n'arrives pas à poser ton cadre. Et ça, c'est très, très important. Dans l'être, n'oublie pas, ose, c'est un mois pour se choisir, un mois pour oser être soi. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans mes accompagnements en psychothérapie, en coaching business, dans mon institut de thérapie. C'est ce que je t'apprends, tout ça, en fait. Tout ça, je te l'apprends comment on mène une séance. Tu vois bien, là, je te partage tout, hein, vraiment, à 80%. Là, cette séance, j'ai partagé, ouais, 85%. J'ai pas tout partagé parce qu'il y a des choses, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a aussi le fameux accompagnement relationnel où tu viens en duo, c'est mieux qu'en trio, ça devient beaucoup le trio, mais en duo où on travaille cette relation, parce que c'est souvent les thérapies de couple ou les enfants avec la mère que j'ai. Voilà. Donc je t'embrasse, je te dis à très vite et pour une nouvelle session, une nouvelle séance dans ce mois pour se choisir, un mois pour oser être enfin toi en 2026. À très vite.